Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, dans le cadre de votre émission Europe-Afrique, Monsieur Jean-Paul Carteron, président du Forum Crans-Montana. Bonjour Monsieur monsieur. Carteron, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le Forum Crans-Montana, dont vous êtes le fondateur, a plus de 30 ans, je pense déjà. Ça ne nous rajeunit pas. Racontez-nous un peu comment vous est venue cette idée de créer et quel est l'objectif finalement de ce forum. L'idée est venue d'un grand ambassadeur de France, malheureusement disparu, qui était mon père spirituel, qui était l'ambassadeur Kosciuszko Morizet, célèbre ambassadeur du général de Gaulle au Conseil de sécurité, qui en octobre 89, il était assez visionnaire, m'a dit le communisme c'est fini. Et en fait, le mur de Berlin est tombé 2 mois après et nous avons créé à ce moment-là une organisation qui était destinée à être une passerelle entre les nouvelles démocraties qui allaient inéluctablement émerger à l'Est et l'Ouest. Et puis, au fil des années, de l'Europe centrale, on est passé à l'ancienne Union soviétique. Donc, on est retombé sur les républiques musulmanes de l'Union soviétique. On est passé à l'Iran, au Moyen-Orient, à la Méditerranée et à l'Afrique. Et c'est notre zone d'influence aujourd'hui, de l'Europe à la frontière chinoise et jusqu'au sud de l'Afrique. Alors, précisément, quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier aujourd'hui ? Je suis assez fier de notre 30e anniversaire l'année dernière, parce que nous vivons uniquement de par la confiance que nous accordent des entreprises et des gouvernements. Et comme me l'ont dit plusieurs chefs d'État lorsque je m'interrogeais sur les manifestations à organiser, ils m'ont dit le simple fait que tu aies vécu 30 ans de cette manière-là démontre que ça fonctionne. Si ça ne fonctionnait pas, il y a longtemps qu'on aurait fermé. Dans les réalisations, bon, alors déjà le fait de vivre et de survivre, nous sommes 2 organisations au monde qui ont plus de 7 ans. Je dis bien 7 ans. C'est Davos et Crans-Montana. Chaque année, il y a de nouvelles organisations qui se créent. On attend tranquillement, au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans, ils ferment. Alors je ne sais pas quelle est la chimie qui d'un côté a fait que ça fonctionne dans les Grisons et de l'autre côté dans les Alpes suisses. Je ne sais pas pourquoi, mais nous sommes les 2 seuls. Et au cours de ces années, on a eu quand même des moments importants. J'ai été particulièrement fier qu'en 1994, Yasser Arafat, que je connaissais d'autre part depuis longtemps, m'appelle pour me dire « Oslo, c'est terminé, il faut relancer le processus ». Et j'ai réuni à 3 reprises Shimon Peres et Yasser Arafat, la première fois en avril 1994 à Bucarest, avec le soutien du président Iliescu. Et c'est ainsi qu'on a relancé vraiment un processus. Enfin, je n'ai été que l'organisateur du spectacle. Bon, je n'étais pas le négociateur. Et on a relancé le processus et ils ont signé les accords du Caire quelques mois après. Ça, c'est le moment fort de la vie du forum, d'avoir réussi cela. Vous évoquez Davos. Quel, disons... positionnement le Forum de Crans-Montana a par rapport à Davos, et est-ce que vous vous sentez concurrent ou complémentaire, ou est-ce que vous êtes même éventuellement partenaire ? Non, on n'est ni concurrent, peut-être complémentaire, en ce sens que quand vous regardez le programme du Forum de Davos, qui est très brillant, les gens viennent pour refaire le monde. Oui. Nous n'avons pas cette ambition. Nous sommes au service des gouvernements, nous sommes au service des entreprises pour les aider à intensifier et développer la coopération internationale. Nous avons aussi choisi, de par nos pères fondateurs, qui malheureusement ne sont plus là, qui étaient plus âgés que moi, nous avons choisi aussi d'être modestes sur le plan financier. Nous n'avons pas les moyens financiers. Imaginez qu'à Davos, il y a, je crois, 700 collaborateurs. Nous sommes 15 et nous faisons un travail qui est apprécié de manière différente,
mais nous avons réussi à créer un cadre qui est apprécié dans le temps, parce que les anciens reviennent et les anciens parlent pour nous. Nous avons réussi à créer un cadre qui est assez intimiste, assez confidentiel. Nous faisons des forums de 400, 500, 600 personnes. Davos, c'est 3000, 4000 personnes. Ça n'a pas de sens pour nous, ça a un sens pour eux. Et nous avons une seule exception, c'est que Darla est beaucoup plus important. C'est le 6e que nous allons faire. Nous sommes actuellement, l'année dernière, nous étions à 1350 personnes, je crois. Mais là, c'est autre chose, parce que c'est un choix que j'ai fait spontanément, de contribuer à mettre fin à une situation que je ne supporte pas, qui dure depuis 40 ans, et qui doit aboutir à la normalisation des relations entre tous les pays du Maghreb pour un meilleur avenir pour leur population. On y contribue, on a marqué des points considérables, et tout en restant modeste par rapport à l'action du gouvernement marocain, je pense qu'on a fait quelque chose de bien. Donc vous vous considérez plus comme un acteur que comme un observateur dans ce cas-là? Là, on est acteur en ce sens que il était important qu'une organisation qui soit un tiers fasse jouer sa propre crédibilité pour amener des personnalités à Darla. Darla, et je vois, j'ai fait une conférence de presse à Rabat il y a 3 jours, et toute une délégation de la population, de la municipalité, de la région était montée à Rabat, ce que j'ai beaucoup apprécié pour me rencontrer. Et ces gens-là sont conscients du fait que jusqu'à ce que le forum arrive, il y avait une sorte de chape de plomb. Parce qu'il faut bien imaginer, monsieur, et j'en ai subi les conséquences pendant un certain temps, depuis les choses sont différentes, il faut bien imaginer que chaque personne qui désirait venir à Darla était visitée par des gens d'influence qui lui disaient « il ne faut pas y aller ». C'est trop dangereux. D'autres arguments aussi. Il n'en reste pas moins que les premiers forums de Darla, je me suis investi pour chaque participation. Et on était parti sur une expérience de 100 personnes. On est arrivé à plus de 1000. Et le problème, c'est qu'il y a 5 ans, il y avait 40 chambres d'hôtel. Ça s'est bien développé depuis. Et c'est grâce au bivouac que l'on a installé que l'on a pu loger tout le monde. Et je suis très heureux à chaque année, quand je me pose à l'aéroport de Darla, de voir cette ville qui grandit, de voir tout ce développement économique, social, urbain. Et j'étais très fier qu'en 2019, on a eu 1350 participants, je vous l'ai dit, ils ont tous été logés dans les hôtels de Darla. Donc, Dakhla, on parle de Dakhla comme la perle du Sud. Ce n'est pas seulement une destination pour kitesurfers, c'est vraiment un endroit absolument magique. On le compare, certains parlent de la Californie, d'autres de la Floride, comme aussi une région qui devrait pouvoir se développer de manière importante. Je suppose que le choix d'aller là-bas était aussi assez stratégique pour, quelque part, participer de ce développement. C'est un choix que j'ai fait parce que, philosophiquement, personnellement, j'ai décidé ça tout seul. Personne ne m'a demandé d'aller à Darla. J'ai dit, je ne supportais plus les pressions qui étaient mises sur toute une population au prétexte de vieux problèmes des fonds de citerne de la guerre froide, une population qui était isolée du monde, tout simplement parce qu'on l'empêchait d'ouvrir ses fenêtres sur le monde. Et nous avons ouvert ces fenêtres. Ça, je veux être modeste sur ce que nous avons fait, mais je suis assez sûr de moi, à savoir qu'en amenant autant de personnalités internationales, maintenant on parle de Darla partout dans le monde, et les gens veulent venir à Darla, et les gens de Darla sont heureux. Il suffit de les interviewer, il suffit de les voir pour le savoir. Le forum a lieu maintenant en mars, je pense. Il a lieu dans 2 mois, du 19 au 21 mars. Oui. C'est ça. Alors, au niveau, justement, puisqu'on fait le focus sur Dakhla, de l'ambiance là-bas, quand vous recevez toutes ces personnalités internationales,
Je ne parle pas tellement en termes de logistique, mais en termes de relations avec la population. Comment ça se passe ? Mais ça se passe très bien. Vous savez, l'esprit de Crans-Montana, qui est différent d'autres forums auxquels vous pouvez penser, nous aide énormément parce que même des chefs d'État, et nous en avons qui viennent, chez nous, ont l'habitude de se gérer tout seuls, de se séparer de leurs collaborateurs et de leurs gardes du corps, de circuler au milieu de nos participants, de s'asseoir pour boire un café et pour parler. Et ça se passe très bien. Et il y a une très grande convivialité de la population sahraoui. Et les gens vont en ville. Je sais que tous les petits magasins marchent très bien pendant le forum. Les gens vont acheter des souvenirs, acheter de l'artisanat, etc. Et ils se mêlent. Et ça, c'est un objectif que je me donne. Au moment où nous entrons dans la 6e année de coopération avec la région de Darla, il est très important que l'on implique la population, notamment les femmes et la jeunesse, dans ce que nous faisons, et nous le faisons. Nous avons des side events que nous organisons parallèlement à notre programme, avec une dimension sportive, une dimension sociale. Nous avons des réunions de femmes qui se produisent parce qu'il ne faut pas oublier que le Maroc est un exemple unique de pays musulmans progressistes qui a fait autant pour la promotion de la femme. Je suis impressionné de voir des femmes ministres, ambassadeurs, femmes d'affaires, chefs de syndicats patronaux, etc. Et les femmes au Maroc jouent un rôle très important et nous voulons accompagner cela parce que je positionne toujours le Maroc comme un exemple. C'est un exemple qui repose sur une vision, sur une action politique très forte, très décidée, volontariste. Et je positionne Darla comme un exemple pour l'Afrique, parce qu'à Darla, il y avait le vent, le sable, la mer et le soleil, comme dans beaucoup de pays africains. Et une vision qui est celle de Sa Majesté le Roi, suivie sur le plan opérationnel d'une action gouvernementale et de moyens financiers énormes qui sont venus là, démontre qu'on peut rendre l'espoir à la jeunesse africaine. Et c'est ce qui manque dans beaucoup de pays africains. Vous parliez disons, la femme au Maroc qui se retrouvait dans un régime très patriarcal et ça a évolué notamment par la Moudawana, c'est-à-dire le nouveau code de la famille. Et est-ce que ça, vous considérez que les mœurs évoluent aussi vite que les textes ? Ah oui, c'est-à-dire que il y a deux aspects. Je ne voudrais pas trop en parler, mais la dimension essentielle, c'est le rôle spirituel que joue le roi du Maroc, qui, en tant que commandeur des croyants, on l'oublie trop souvent, est le commandeur de tous les croyants du livre, c'est-à-dire non seulement les musulmans, mais aussi les chrétiens et les juifs. Et il y a dans la perception qui est faite de ce rôle spirituel majeur qu'on voit le roi jouer notamment dans ses visites dans les pays d'Afrique noire. Oui, tout à fait. Il ne s'amuse pas à ce que font certains chefs d'État occidentaux, à arriver le matin dans le sifflement des réacteurs d'un jet privé pour repartir le soir. Il reste 3 jours, 4 jours, 5 jours. Il se mêle à la population, il reçoit les gens. Il y a dans le roi non seulement un potentiel politique très clair, mais il y a surtout une dimension spirituelle. Et cette dimension spirituelle, pour revenir à votre question, influence de très près, de manière très profonde, la perception que l'on doit se faire d'un islam au XXIe siècle. C'est-à-dire l'abandon total du littéralisme, et pour en venir à une dimension dynamique des grands principes de l'islam dont on oublie aujourd'hui, à cause de tous les malheurs que connaît le monde, on oublie notamment la contribution à la civilisation européenne. Nous allons faire une petite interruption, M. Carteron, et chers téléspectateurs, nous nous retrouvons après la pause.
Monsieur Carteron, on reprend le cours de notre émission. Vous évoquiez la femme africaine. En fait, c'est un sujet d'importance pour le forum, puisque vous aviez mis ça à l'agenda lors de votre forum ici à Bruxelles, qui a été un grand succès, et vous le remettez à l'agenda à Dakhla. Pourquoi autant d'importance ? C'est une très bonne question. En fait, nous travaillons sur l'Afrique depuis 20 ans, depuis 22 ans. Et nous avons eu beaucoup de déceptions par rapport aux efforts de certains, par rapport aux efforts que nous faisions. Il est douloureusement acquis que l'évolution de certains pays d'Afrique subsaharienne est très lente. Et nous avons découvert que la femme, et nous le voyons, nous le constatons tous aujourd'hui, la femme africaine joue un rôle de plus en plus important dans la structuration sociétale de son pays. Il y a d'abord une cellule de base, et c'est pour ça que nous allons le mettre à l'agenda du mois de mars, qui est la cellule familiale de la communauté rurale africaine. Dans cette cellule familiale, la femme joue un rôle essentiel. C'est elle qui cultive, je ne veux pas en creux attaquer les hommes, mais c'est un petit peu ça, et c'est elle qui cultive, c'est elle qui cuisine, c'est elle qui nourrit, c'est elle qui soigne. Et surtout, il y a quelque chose qui m'a absolument abasourdi, c'est qu'au niveau des organismes de microcrédit, 95% des femmes remboursent fidèlement. C'est ça. Je stoppe ma comparaison. Oui. Okay. Et aujourd'hui, c'est avec plaisir qu'on voit des femmes entrer dans la vie civile, être chefs d'entreprise, des femmes être députées, des femmes être ministres, ambassadeurs, présidentes de la République en Afrique. Et je pense que la femme a un rôle en termes de crédibilité et d'efficacité très important à jouer. Et c'est assez simple. Lorsque je fais un forum sur l'Afrique à Bruxelles, par exemple, à partir de 5h30, 6h, les hommes deviennent nerveux, il faut mettre fin à la séance. À minuit et demi, les femmes sont encore debout sur la table. Les femmes sont passionnées. Et je pense, sans être désagréable vis-à-vis des hommes africains, où j'ai beaucoup d'amis, je pense que la femme africaine a un rôle essentiel à jouer. Si je ne m'abuse, à l'Union africaine, au niveau des commissaires, il y a la parité, non ? Il y a la parité, mais ça fait partie de quelque chose qui ne me plaît pas. Ah. C'est-à-dire que l'on veut imposer la parité. Quand on fait un gouvernement, 50% de femmes. Quand on fait ça, il y a 50%. Les femmes ne le demandent pas vraiment. Ce qu'il faut simplement, c'est qu'on donne des femmes compétentes. Françoise Giroud, qui était une de mes grandes amies, Dieu ait son âme, disait « La parité entre hommes et femmes sera réalisée le jour où on nommera des femmes incompétentes à des postes de responsabilité. » Et je pense que le fait de vouloir imposer des quotas de femmes, pour moi, relève plutôt d'une certaine propagande, d'une certaine démagogie. Oui. Vous arrivez à faire venir dans vos sessions des figures internationales, des partenaires institutionnels. En fait, comment faites-vous et quelles sont les figures les plus marquantes qui vous ont frappé pendant toutes ces sessions ? Comment on fait c'est une question d'abord de réputation. J'imagine que vous avez un réseau absolument incroyable. Qui s'est créé tout seul, parce que nous avons un principe, sauf à Dakhla, où naturellement la communication est très importante, puisque c'est le but de notre présence à Dakhla, c'est de faire savoir que Dakhla c'est extraordinaire et qu'il faut y venir. Nous n'invitons pas la presse. Il y a très peu de journalistes dans nos forums, historiquement parlant, ce qui a été très dur au départ. Parce que quand vous n'existez pas et que vous n'avez pas le support des médias, les gens vous disent « mais vous êtes qui ?» Ouais. Et on a donc créé, si vous voulez, au fil des années, une réputation de confiance, de tranquillité. Beaucoup de forums se supermédiatisent. Mais monsieur, quand vous vous supermédiatisez en tant que forum, c'est surtout pour l'organisateur. Et c'est pour ça que l'ambassadeur Chrysosco Morizet m'avait dit
on ne médiatise pas. Parce que les hommes politiques qui viennent ici parler de choses problématiques dans un cadre informel n'ont pas besoin de médias. Et les hommes d'affaires qui viennent n'ont pas besoin de médias. Donc si tu fais venir des médias, c'est dans ton intérêt à toi. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup d'organisations. C'est du narcissisme, finalement. Et de l'intérêt financier. Et c'est de l'intérêt financier, parce que quand vous avez des gens qui se battent, et d'ailleurs c'est un grand succès, vous parlez du forum de Davos, les gens se battent pour avoir une invitation. Il y en a beaucoup qui n'en ont pas, ils sont prêts à payer des sommes énormes. Et ce n'est pas notre cas. J'ai vu par exemple que certains grands groupes qui finançaient à grands frais des forums consacrés à la femme, aujourd'hui s'en éloignent et se rapprochent de nous, parce que nous allons chercher, quand nous remettons le prix de notre fondation, qui a quand même été remis à de grands acteurs du monde depuis 30 ans, nous allons chercher la femme africaine qui a dû choisir le métier de pêcheur pour nourrir ses enfants. Nous avons été choisir au Mali une femme qui s'est battue contre la radicalisation pour sauver une petite bibliothèque. Nous allons chercher ces femmes-là, parce que si je vais chercher en Afrique du Sud, ou si je vais chercher dans un pays qui apparaît parmi les plus modernes en Afrique, une femme qui dirige une entreprise de 400 personnes, quelle est la plus-value par rapport à la femme, au sens profond du terme, qui transpire et peine dans son village pour nourrir ses enfants? Ce qui m'intéresse, ce sont ces femmes-là. Et nous allons au-devant de ces femmes-là. Une grande majorité des pays africains participent au forum, comme évidemment axé sur le sud, la Méditerranée et le Sud, c'est assez normal, mais est-ce que vous y voyez le reflet d'une adhésion générale aux politiques mises en œuvre par Sa Majesté le roi Mohamed VI? Vous évoquiez cela tout à l'heure, mais est-ce que finalement c'est quelque chose qui a une considération très forte de la part de tous ces dirigeants politiques, économiques qui viennent à votre forum, et qu'ils soient notamment en Afrique de l'Ouest, qui est une zone où nous avons beaucoup de téléspectateurs? Écoutez, la place du Maroc, qui est, je crois, le second investisseur en Afrique maintenant, la place du Maroc est tout à fait spéciale, et vous avez raison de poser cette question, parce qu'il y a une adhésion vis-à-vis du Maroc qui résulte du fait qu'il n'y a pas, de la part du Maroc, la mise en place d'une politique d'influence oppressante. Et c'est là où le rôle spirituel du roi est important, parce qu'il y a toujours, dans l'approche marocaine des pays africains, un très grand respect de la spécificité et de la manière dont les choses se passent. Depuis l'époque colonialiste jusqu'à aujourd'hui, où l'on a vu un certain nombre de grands acteurs du monde créer de l'influence ou essayer d'en créer en Afrique, à chaque fois c'est pour faire rentrer ces pays dans un jeu et pour assouvir des visées qui sont assez impérialistes. Le Maroc, ce n'est pas ça. Et j'aime dire, au moment où vous me posez cette question, que ce que j'ai constaté le plus, c'est le très fort coefficient d'empathie, d'ailleurs dans le monde entier, des décideurs vis-à-vis du Maroc. Le nombre de personnalités que j'ai visitées pour les inviter à venir à Dakhla, certains, naturellement, ne savaient pas ce que c'était que Dakhla, parce qu'ils sont pas toujours au courant de l'actualité locale, me disent « Tu m'invites au Maroc, je viens ». De toute façon, au Maroc, on est très bien reçus, on rencontre des gens impeccables, nous venons au Maroc. Et ça, c'est une construction qui s'est faite au fil des rois qui se sont succédés, c'est que le Maroc bénéficie d'amis. D'autres pays qui lui sont hostiles bénéficient de relations d'affaires. Et je peux vous dire que je le constate tous les jours. Je constate tous les jours qu'il y a un capital énorme. Regardez le nombre d'étudiants africains qui étudient avec des bourses au Maroc. C'est énorme.
Et ce sont des gens qui vont repartir, ils vont peut-être se marier avec une Marocaine, ils ont des amis au Maroc, ils vont repartir, et ça crée de l'advocacy, ce que les Américains appellent l'advocacy. Et cette advocacy, elle existe depuis des dizaines d'années pour le Maroc. Donc je suis assez confiant dans la pérennité et dans le développement de toutes les actions et de toutes les politiques mises en œuvre vis-à-vis des pays d'Afrique, parce que c'est véritablement, c'est toujours de l'air frais qui arrive du Maroc. Et est-ce que vous ressentez la nécessité de revoir un peu le modèle relationnel entre l'Europe et l'Afrique, avec une vision plus moderne, plus égalitaire entre les deux continents? Écoutez, il y a un problème, c'est que l'Afrique est en demande, manifestement. L'Afrique a besoin qu'on l'aide, l'Afrique a besoin qu'on investisse. Et les puissances traditionnelles du Nord, qui étaient les grands acteurs de la coopération Nord-Sud, sont pratiquement tous en faillite. D'abord en faillite politique, il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans les pays, notamment de l'Union européenne, et puis en faillite financière. Donc ils n'ont plus les moyens d'agir comme ils le voudraient. Je pense, et c'est à ça que nous travaillons, notamment à Dakhla, dans le forum, je pense que l'avenir, c'est la coopération Sud-Sud. En partant de pays comme le Brésil, de toute l'industrialisation du Brésil, en passant par l'Afrique où il y a toutes les ressources naturelles, en continuant par le Golfe, Singapour, la Malaisie où il y a l'argent, où il y a l'initiative industrielle, en continuant sur les marchés que représentent l'Inde, l'Indonésie, la Chine, je pense que l'avenir est là. La coopération Nord-Sud est prise d'une quinte de tout assez violente, et je ne vois pas comment l'Europe peut maintenir une influence économique. Alors il y a un point, c'est le problème de la sécurité. On a négligé ces pays, on les a maltraités, on a fait des affaires avec eux qui n'étaient pas toujours avouables depuis le Nord, et aujourd'hui on s'aperçoit qu'en ayant tout relâché sans aucune attention professionnelle, le terrorisme est dans le Sahel. Alors l'Europe s'intéresse au Sahel, parce que naturellement le Sahel c'est aussi la porte de l'Europe. En ce sens, il y a un intérêt du Nord, mais ce n'est pas un intérêt déterminant au niveau économique et financier. Monsieur Carteron, nous devons conclure. On restera pour le mot de la fin sur cette nécessité de collaboration Sud-Sud, qui est un sujet très très important. Je vous remercie en tout cas pour votre brillante intervention. Et pour ma part, je me réjouis de vous retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission Europe-Afrique.